Bienvenue au webinaire sur l'analyse des coûts de production et la culture de semences sous contrat. C'est le premier de deux webinaires avec Daniel Brisebois et Geoffroy Ménard. Donc, ce sont des webinaires qui sont consacrés à connaître les outils à disposition, des approches pour finalement mieux comptabiliser vos coûts de production et être en meilleure mesure à déterminer le prix de vos lots de semences lorsque vous négociez avec des compagnies de semences au détail qui sont intéressées à acheter des lots en plus grand volume. Sans plus tarder, je vais donner la parole à Daniel Brisebois. Daniel Brisebois, c'est un ami, un maraîcher et un producteur de semences avec la coop, Femme Coopérative Tournesol. Il produit des semences depuis une quinzaine, si ce n'est pas une vingtaine d'années. Et il est aussi très impliqué avec il a aussi fondé le Farmer Spreadsheet Academy. Donc, il a il est très passionné par les tableurs Excel et à essayer de comptabiliser des données et à essayer de comprendre et en fait vulgariser ces outils-là auprès de la communauté maraîchère. Bienvenue Daniel. La façon dont ça va se dérouler, c'est que Daniel va intervenir pendant 30 à 40 minutes et puis ça va être suivi d'une discussion et de questions. Bonne écoute. À toi, Dan. Merci, Hugo. Alors, je vais partager mon écran dans un instant. Avant de le faire, je vais juste prévenir que ce que je présente, c'est une présentation qu'habituellement je donne en anglais. J'ai commencé à traduire des diapos, mais je dirais 70% est encore en anglais. Mais moi, je vais présenter en français. Alors, ça va être une activité éducative. Et je vous encourage à poser des questions durant toute la présentation. Ça me fait plaisir de répondre. Puis, ouais, alors là, je vais présenter Alors, ici, on est là, puis on va parler de coûts de revient, puis de coûts l'analyse de coûts de production. Puis, ce que je veux aussi comme dire au début, puis je vais le répéter prochainement, c'est l'approche que j'ai, c'est un peu différent de l'approche que G3 va avoir dans la prochaine présentation. Alors, moi, je vais regarder très large comment regarder si une culture est rentable ou pas, avec moins de précision. Alors, c'est juste un petit mot d'avertissement. Alors, je suis Daniel, la ferme Tournesol. Alors, ça, c'est une grande partie de l'équipe. On a démarré l'entreprise à l'automne 2004, puis on a démarré avec 5 personnes dans un groupe de travail. Alors, ça fait presque 18 ans ou peut-être 18 ans qu'on est en production. Présentement, on est rendu à 10 membres du coop et on a un autre 8 employés qui travaillent avec nous, qui, s'ils travaillent avec nous pour plus de 18 mois, ils ont l'option de demander de devenir membre du coop. Alors, c'est quelque chose qu'on aime avoir pour agrandir l'entreprise puis rendre ça plus durable. Et environ la moitié de l'équipe travaille dans la production de légumes et l'autre moitié de l'équipe travaille dans la production de semences. Il y a beaucoup de notre équipe de légumes qui travaillent dans les champs durant l'été, travaillent dans l'entrepôt de semences à l'automne. Alors, ou durant l'hiver. Alors, cette jumelage de semences et légumes nous permet de garder notre équipe année longue s'ils veulent. Alors, on se situe au Cèdre, alors à 45 minutes, une heure à l'ouest de Montréal. Ça, c'est nos champs. Et on est des maraîchers. Présentement, on produit des légumes pour 500 paniers de légumes par semaine pour une période de 22 à 25 semaines, c'est inclus l'automne. Et on produit aussi des semences pour la vente, surtout en sachet. Et on produit environ 7 acres de légumes et 1 acre de semences. Et on produit peut-être 50-60% des semences qu'on vend viennent de chez nous. On fait affaire avec d'autres semenciers, semencières qui produisent des semences pour nous, certains juste pour nous autres, certains c'est qui produisent pour plusieurs personnes. Je suis aussi l'hôte du balado Seed Growers. Il y a eu une première saison l'année passée avec une dizaine d'épisodes. Je vous encourage à l'écouter. C'est un podcast super. Puis là, alors aujourd'hui, on va parler d'analyser ses coûts de production. Puis je vais commencer un peu par parler des bénéfices d'une analyse précise et je vais parler pourquoi je ne vais pas présenter cette approche-là.
Et surtout, plutôt, je vais parler de points de référence, en anglais, je vais appeler des benchmarks, mais c'est des points de référence en fonction de l'espace qu'une culture prend. Alors, $ par pied de planche. Puis aussi, le temps de récolte, ça prend. Alors, l'heure d'heures de récolte et de conditionnement. Euh, les diapos que j'ai sont surtout avec des livres et des pieds, mais les mêmes calculs peuvent être faits avec kilogrammes et mètres. Et en fait, moi, souvent, je travaille en poids métrique puis en distance impériale. Tu peux faire comme vous voulez. Puis, alors, pour commencer à parler d'une analyse précise, alors en général, on veut faire, ce serait les revenus moins les dépenses. Puis avec les dépenses, on veut comprendre notre propre main-d'œuvre, avoir un valeur pour la main-d'œuvre qu'on a. Puis ça va donner notre profit à la fin de l'année. Ou pas à la fin de l'année après avoir analysé ce culture-là. Puis si vous faites ça, puis je pense que c'est l'approche que Geoffroy va promouvoir. Si vous faites ça, vous allez vraiment avoir une bonne compréhension de ce qui arrive. Alors, c'est là que je commence à entrer dans mes diapos en anglais. Mais si vous faites ça, c'est vraiment précis, puis ça vous montre ce qui est vraiment rentable. Par contre, ça prend beaucoup de détails dans vos tenues de registre et ça prend aussi un travail de diviser les dépenses que vous avez sur votre entreprise sur différentes cultures. Alors, si vous achetez du terreau ou le travail de préparation de sol, les engrais verts, tout ça, il faut allouer une certaine partie à chacune de vos cultures, puis ça prend du travail. Si vous le faites, ça vaut vraiment la peine. Mais ce que j'ai aperçu dans 20 ans de travail avec des fermiers, et étant un fermier, la plupart des agriculteurs vont pas faire ce travail-là. Alors, même si ça vaut la peine, puis à cause de ça, je vais vous montrer une autre approche qui est de regarder à deux autres indicateurs. Alors, la première, ce serait l'espace qu'une culture prend, puis l'autre, ce serait le temps qu'une culture prend à récolter. Puis je choisis ces deux éléments-là parce que souvent, ça, c'est les éléments un peu qui sont limités sur une ferme. Et ce que j'aperçois, surtout en maraîcher, moins en semencier, comme en semencier, je pense qu'il y a un peu moins de travail dans ce domaine-là, mais en maraîcher, ce que je vois aussi, c'est les producteurs qui prennent le temps de faire vraiment un bon analyse de coût de revient ou de coût de production. Ça revient souvent correspondre à ce que ces points de repère, à ces points de repère. Il peut y avoir des différences, mais en général, c'est le cas. Alors, c'est un peu ça m'encourage à procéder avec cette approche-là. Alors, puis cette approche-là marche vraiment bien pour des petites surfaces. Alors, si on parle de 0 à 10 acres, surtout si on parle de 1 à 2 acres, regarder l'espace et le temps de récolte, ça fait vraiment une différence pour ta rentabilité parce que tu n'as pas beaucoup d'espace. Puis il faut que tu optimises chaque culture. Puis vraiment, si tu peux faire plus de revenus par espace, ça va faire plus de profit. Si tu ne fais pas assez de revenus, ça ne marche pas. Par contre, si tu as une production qui est plus grande, surtout 10 acres et plus, ça devient de plus en plus important de vraiment comprendre un vrai coût de production parce que parfois tu peux être il y a certaines dépenses qui s'accumulent que tu ne t'aperçois pas sur une plus grande échelle. Puis à une plus grande échelle, une culture qui est peut-être moins rentable par espace peut quand même être très rentable à cause des économies d'échelle. Alors, l'approche que je montre, ça s'applique surtout sur des plus petites surfaces. Et la plupart des semenciers-semenceurs que je connais, c'est à des plus petites surfaces. Alors, je pense que ça marche bien. C'est pour ça que je le fais, parce que je pense que ça marche bien. Alors, premier, ce serait le point de référence, ce serait l'espace. Puis là, je parle de $ par pied de planche. Et quand je parle d'un pied de planche, alors si tu as une planche, puis tu coupes la longueur, ou tu coupes un pied, toute la longueur de la planche, ce serait un pied de planche. Tu peux aussi avoir un mètre de planche si tu veux. Puis, alors ici, les calculs que je vais faire, ça va être le prix pour la culture, alors des dollars par livre ou dollars par kilogramme, fois le poids, le rendement, qui est une certaine quantité de grammes ou de poids par pied de planche ou pied de mètre. Ça donne $1 par pied de planche à la fin. Puis, je vais
dans quelques diapos, on va rentrer dans un feuille de calcul avec ça. Mais ça, c'est un peu ça, c'est juste, c'est ça la formule que je vous présente. L'autre point de référence, alors ici, il faut comprendre qu'il y a le prix et le rendement. C'est ces deux choses qui sont là. Puis au début, quand tu commences la production, le rendement, c'est quelque chose que tu peux améliorer. Souvent, tu vois cette amélioration beaucoup au début, mais à un certain point, tu es rendu à ce que tu peux faire. Puis là, alors, dans ce cas-là, c'est vraiment au niveau de négocier un meilleur prix qui va augmenter ta rentabilité. Alors, l'autre point de référence, c'est le temps de récolte. Puis là, ce serait le dollar par heure, surtout des récoltes, mais en fait, j'appelle ça récolte, mais c'est récolte et nettoyage conditionnement de semences. Alors, ici, là, ça serait le poids en kilos, en livres, fois le prix, divisé par les heures de travail. Ça va donner ton dollar par heure. Alors là, on va aller dans une feuille de calcul. Je vais partager je vais partager le feuille tout de suite dans le chat pour que vous puissiez aller le directement. Alors, si vous suivez le lien qui est ici, le spreadsheet.farm /seedprofit, vous allez avoir une page où vous pouvez vous inscrire à mes courriels, mais ce n'est pas nécessaire au fond de la feuille ou du page, vous pouvez voir, vous pouvez juste aller chercher directement la feuille de calcul. Puis je vais partager le feuille de calcul. Alors, si vous êtes dans le feuille de calcul à ce point-ci, vous pouvez mettre dans un autre table, onglet de votre furteur, puis, OK, pourquoi est-ce que... OK. Puis là, revenez au webinaire pour voir un peu comment je vais naviguer ça. Alors, il y a un premier onglet qui s'appelle Secret. Puis il y a s'il y a des choses de feuilles de calcul qui vous intéressent, que vous voyez dans ces feuilles-là, vous pouvez voir un peu plus de détails sur cette feuille-là, comment certaines choses sont faites. La prochaine chose, il y a 3 sections. Un qui s'appelle Yield ou rendement. Il y a dollars par livre, puis Growing Space. En fait, l'autre, c'est Harvest Time. Alors, il y a 4 sections. Puis, ce qui est entre les sections, c'est les onglets reliés à ça. Alors, le premier, c'est des rendements. Puis, j'ai une feuille avec des rendements que je vous donne à titre de guide. Sont basés sur mon expérience et mes lectures, mais utilisez-les avec sagesse et c'est des guides, c'est pas nécessairement une recommandation. Alors, j'ai plusieurs cultures ici, la culture puis le non scientifique. Puis là, j'ai un rendement sur 100 pieds de planche. Puis ce serait un rendement basse, puis un mauvais rendement, puis un bon rendement sur ce même distance-là. Puis cet écart-là, parfois, c'est basé sur l'année. Parfois, c'est aussi basé sur la variété. Comme si on rentre dans les tomates. Si tu as un tomate cerise, tu vas être beaucoup plus sur le 4 livres de semences par 100 pieds de planche. Que si vous avez un tomate à sauce qui n'a pas beaucoup de semences, ça va être beaucoup plus proche du 1 livre et peut-être en bas de ça. Alors, ça, c'est un peu comment penser à ces données-là. Il y a 2 autres colonnes, un qui traduisent la moyenne entre ces 2 valeurs-là en onces par pied de planche ou en grammes par pied de planche. Alors ça, là, j'ai mélangé les unités qu'on ne devrait pas faire, mais je le fais quand même. Alors ça, c'est des rendements pour vous aider. La prochaine section, c'est des prix. Puis ces prix-là, c'est des prix... Sam, Oui. excuse-moi, ton low yield puis high yield, est-ce que c'est ton évaluation de typiquement un rendement bas et un rendement haut, c'est ça, ou c'est tes maximum et minimum historiques? Ça, c'est basé un peu c'est beaucoup informé sur mon expérience en production de semences. Alors, ça, c'est C'est sans le parler range typique, là, c'est pas les extrêmes. une faillite de culture. Ça, ce serait des rendements que tu peux t'attendre dans ces Ouais. cultures-là. Puis, avec le temps, il faut garder ses propres rendements pour voir ce que vous allez voir. Puis, vous allez voir que comme si vous avez 2 variétés de la même espèce, certaines variétés vont toujours produire plus que l'autre. Puis, tu vas tomber un peu dans cet écart-là. Est-ce que ça répond à la question? Pardon? C'est des dollars le pied, ça? C'est en dollars, les unités? Ça, c'est en livres. Ah, livre, OK. Oui, c'est en livres, ça. OK.
Ouais. Alors, c'est pas encore il n'y a pas d'argent dans ça, mais c'est en livres. OK. Le prochain section, c'est les prix. Puis Daniel, ça, est-ce que il y a Téprim qui met dans le commentaire, si tu peux retourner dans le tableur précédent. oui. Donc, Téprim, est-ce que tu peux dire verbalement ta question? Je la comprends pas. Oui, je voulais juste comprendre si les 100-foot beds, Dan, c'est-tu des livres? C'est-tu C'est 5 des livres. livres? C'est des livres. OK, alors les 2 onces, c'est par bed foot, c'est pas par 100. OK, I was like, Non, c'est ça. Ça, OK, c'est parfait, C merci. et D, c'est en livres, puis E puis F, c'est converti en pied de planche. OK? C'est souvent plus facile à visualiser sans pied de planche, un peu comme plante. Alors, c'est pour ça que je mets ça. Mais au niveau des calculs, c'est plus facile à utiliser des grammes par pied de planche. Je vais continuer. Allez-y. Alors, dans les prix, ça, c'est un document que j'ai eu de Nikos à Fedco de prix en vrac pour différentes cultures. J'ai eu cette feuille-là en 2017. Alors, ça a beaucoup changé dans les dernières 6 ans. Alors, ça, c'est. Mais je le mets un peu comme point de départ pour savoir. Puis ça, c'est des prix un peu aussi pour une compagnie de grande petite échelle. Ou de petite grande échelle. Alors, ça, c'est des prix de compagnies qui vont aussi acheter à de grossistes, à des grands producteurs qui peuvent offrir des meilleurs prix que peut-être des petits surfaces peuvent offrir. Un autre point que je mentionne en haut, c'est quelque chose que Tom Stearns de High Mowing Seeds m'a dit, c'est que si vous regardez le prix, comme dans le catalogue de semences, comme celle de High Mowing, si vous regardez le prix pour le plus grand format, le prix par livre qu'il y a là, vous pouvez assumer que la compagnie de semences a payé peut-être la moitié de ce prix-là pour cette quantité de semences. Ce n'est pas 100% vrai, mais c'est un point de départ un peu pour voir comment ça marche. Quelque chose qui n'est pas écrit aussi, il y a aussi la compagnie de Wild Garden Seeds de Frank Morden que je trouve est un très bon référence de prix parce que eux autres, ils produisent présentement, c'est peut-être un acre de semences et à un certain temps, ils produisaient presque une dizaine, mais c'est quand même des petites surfaces. Ils produisent juste des semences, puis ils vendent seulement leurs semences. Alors, je trouve que tu peux voir un prix que d'autres ils trouvent qui est juste ou qui est rentable pour eux. Ça vaut toujours la peine de l'analyser dans votre contexte, mais je trouve que c'est un autre point de départ qui est bon pour les prix. Alors là, les prochaines sections de cette feuille de calcul, le prochain, c'est le farm plan, le plan de ferme. Le premier, en fait, on va skipper ça puis aller directement à droite pour déterminer un peu les barèmes ou les points de référence. Il y a le growing space, alors l'espace de culture. La première étape, c'est de commencer à savoir combien tu veux faire dans une année. Alors là, j'ai mis 100 000 Puis ça, c'est les ventes. Ça, c'est les ventes. C'est pas le revenu dans tes poches. Alors, c'est les ventes, en gros, qui sont visées ici. Alors, 100 000 La deuxième étape, c'est que vous avez combien d'espace à cultiver. Puis cette feuille-là, c'est si vous voulez utiliser le même espace plusieurs fois dans l'année. Mais si vous avez juste 4 acres, vous allez utiliser juste une fois. Puis dans le cas des semences, souvent, vous n'allez pas utiliser le même espace plusieurs fois dans la même année parce que ça prend presque toute l'année. Mais cette feuille-ci permet de calculer l'espace si vous remplissez les cellules en bleu. Puis ça donne un moyenne qu'il faut faire. Alors, dans l'étape 2 ici, il y a 2,87 acres de culture. Alors, vous avez besoin de faire 33 000 par acre si vous voulez atteindre votre but de 100 000 Alors, c'est quelque chose d'assez simple. Alors, si vous avez 2 acres en production, puis vous voulez viser 100 000 vous pouvez estimer que vous avez besoin de faire 50 000 par acre. Alors, c'est un calcul assez simple, 100 000 divisé par 2. Alors, la prochaine étape, c'est un peu regarder, ça revient à quoi? Alors, ça, le 33 000 par acre, ça revient à environ 4 par pied de planche. Puis si votre culture peut vendre ça, vous êtes probablement rentable. Si vous pouvez vendre, si c'est moins que ça, disons que c'est 23 000 70
C'est peut-être rentable, mais probablement pas. Si vous faites la moitié, presque 2 $ par pied de planche, vous perdez probablement de l'argent. Puis si vous faites 0 $ par pied de planche, alors ça ne marche pas, là. Mais à l'inverse, si vous pouvez faire 66 000 $ par pied de planche, vous êtes probablement rentable. Et si vous pouvez faire presque 100 000 $, ça, c'est 3 fois cette quantité en jaune, le but. C'est très rentable. Alors, ça, c'est un peu une manière de comparer des cultures. Puis, ce qu'il faut mettre l'emphase, c'est que ça, c'est des points de repère. C'est pas nécessairement. Il y a des moyens de faire 100 000 $ par arc et quand même perdre de l'argent. Alors, c'est là que le travail que Geoffroy fait, ça montre un peu c'est comment analyser vos dépenses puis voir c'est quoi une vraie rentabilité. Mais en général, je trouve que c'est vrai ce qu'on regarde, ce que je vous présente ici. Alors, l'autre aspect, c'est le temps. Puis, avec le temps, alors, je vais montrer les calculs, puis après, on va parler un peu de plus de ça. Alors, si vous avez 100 000 $, puis là, la prochaine chose, c'est connaître vos heures de récolte. Puis ça, c'est un calcul fait vite, là. Si vous êtes 2 personnes, puis vous récoltez environ 25 heures par semaine, pendant 25 semaines par saison, ça fait 1 250 heures. C'est très approximatif, c'est juste pour atteindre un chiffre. Puis ça, si vous faites 100 000 $ divisé par cette quantité d'heures de récolte, ça veut dire qu'il faut que vous faites 80 $ par heure pour être rentable. 80 $ par heure, ce n'est pas très élevé. Alors, moi, j'ai en jaune, ça, c'est un montant que moi, j'ai mis à 120 $ que je pense que ça vaudrait comme. C'est un peu plus, mais si tu peux faire 120 $ par heure, là, tu peux. Puis ton estimation ici pour la récolte n'est pas assez haute. Le 120 $ va vous donner plus de flexibilité. Alors, qu'est-ce que ça a l'air mathématiquement? Si vous avez un culture comme un Brassica Rapa, comme un Yuki Savoie ou un Bok Choy, puis si vous pouvez le vendre à 60 $ par livre, puis vous pouvez faire la récolte et le nettoyage en 2 heures, en fait, ouais, à 60 $ le livre, c'est que vous avez besoin de le faire en 2 heures ou moins pour être rentable. Alors, si vous avez un contrat de 10 livres de Brassica Rapa, vous devriez viser à le faire en moins que 5 heures. Puis si vous pouvez faire le récolte et le nettoyage en moins de 5 heures, c'est probablement rentable au niveau du temps. Il y a aussi la quantité d'espace, puis on va regarder ça de nouveau dans un instant. Alors, quelque chose comme une tomate, que si c'est à 400 $ le livre, comme pour un livre de tomates, vous voudriez, c'est quoi? C'est pour 0,3 livres par heure serait rentable, ce qui n'est pas beaucoup. Alors, si vous voulez un livre, vous devriez pouvoir faire ça en 3,3 heures. Alors, ça, c'est quelque chose qui devrait être facile à faire si vous avez assez de tomates. Là, si vous regardez les haricots, à 12 $ la livre, là, tu devrais être capable de récolter et nettoyer 10 livres par heure pour être rentable. Alors, si vous avez un contrat de 60 livres, vous devriez faire ça dans 6 heures. Puis c'est là que les tomates, moi, je n'ai pas peur du tout de ça. Les crucifères, je pense que c'est faisable, surtout si l'expérience. Les haricots, là, ça commence à être, si vous n'avez pas l'expérience, ça devient peut-être plus dur à faire le 60 livres d'haricots dans ce temps. C'est définitivement faisable, mais sans l'expérience, c'est plus difficile à faire. Puis c'est ça, quand vous commencez à produire la semence, c'est facile à atteindre les seuils en dollars par espace que je vous montre ou au niveau de rendement. Mais le temps, parfois, c'est là les défis. Souvent, quand tu commences les semences, c'est très difficile, ça prend beaucoup de temps à nettoyer. Alors, si vous êtes nouveau à produire les semences, c'est mieux de commencer petit, à maîtriser vos techniques, puis par la suite, augmenter et investir ou vous engager à produire des plus grands contrats pour des cultures que vous maîtrisez. Mais vous ne devriez pas vous lancer dans quelque chose que vous ne maîtrisez pas ou pas à 60 livres pour un contrat. Peut-être à une dizaine ou une vingtaine de livres où tu vas l'essayer. Alors, ça, c'est l'aspect de temps. Puis là, je vais revenir au farm plan. Puis là, on va un peu. Oui. Petite question de Geoffroy.
quand tu parles de nombre d'heures, tu parles juste de la récolte et de la post-récolte. Tu parles pas des semis, du désherbage. Exactement. Ok, Ouais, c'est juste la récolte et post-récolte. Et en général, beaucoup des coûts de temps d'établissement est comparable pour beaucoup de cultures. Quand c'est des tomates, il y a aussi le tutorage, il y a certaines choses qui s'ajoutent, mais souvent, euh, c'est vraiment le temps de récolte qui va faire un plus grand impact. je S'il y vois. avait une autre place à regarder, ça serait peut-être le désherbage, mais ça, c'est vraiment, il faut choisir quelque part pour regarder. Alors, c'est pour ça que je vise le temps de récolte et de post-récolte. Et une deuxième clarification pour ma compréhension. Si je comprends bien, tu dis que si tu vises 100 000 dollars de vente euh, et que tu estimes 1250 heures de travail, en fait, le montant 80 dollars de l'heure, c'est-à-dire que tu dois être en mesure de récolter une valeur de 80 dollars de semences par heure pour que ça fonctionne? C'est ça, Ok, mathématiquement. ok, je vois. Mais j'augmente, moi j'augmente, je pense, comme c'est à vous de décider où vous allez viser. Moi, je pense que ça vaut la peine d'augmenter ça parce que euh, parfois tu ne vas pas tout vendre de ce que tu as ou il peut y Ouais, avoir des problèmes quelque part, mais c'est pour ça que j'augmente la quantité. Alors, c'est un minimum ici. je vois. OK. Est-ce qu'il y a il y a Alors, d'autres questions par rapport à ce qui a été partagé par Dan, des questions de clarification? C'est beau? OK. Ok. Alors, la prochaine chose, ce serait le plan le plan de votre ferme ou le plan de semences de votre ferme. Il y a un onglet ici pour la largeur de vos planches. Alors, tous les calculs dans ces feuilles-ci, c'est fait avec 5 pieds de largeur. Alors, ça, ce serait le centre de un roue de tracteur au centre de l'autre ou le centre de un sentier au centre de l'autre. Alors, ce n'est pas juste la surface de la planche. Puis, si vous changez à 6 pieds ou 4 pieds, n'importe qu'est-ce que vous utilisez, ça va affecter les calculs dans les autres onglets. Alors ici, il y a une sommaire un peu de comment, de tout ce qu'on a parlé jusqu'à date. Alors, si on parle d'une culture comme la Brascarapa, un quine à Savoie, puis on a planté 200 pieds de planche. Alors, tout ce qui est en bleu, c'est des formules qui regardent l'information quelque part d'autre. Ce qui est en noir, c'est des données que moi, j'ai tapées moi-même. Alors, les quantités récoltées, ça, c'est sûr, il y a l'onglet qui s'appelle Cleaning Log. Alors, ça, c'est un peu différent avec les semences qu'avec les légumes, parce que les légumes, si tu as un registre de récolte pour chaque journée de votre saison, c'est facile de voir ça en temps réel. Mais avec les semences, comme ça se peut que vous récoltez tous vos plants de cruceur, vous les mettez dans serre, puis vous allez les battre, puis les extraire juste un mois ou 2 mois plus tard. Alors, il y a parfois un délai. Alors, ce registre-ci, c'est quand vous allez récolter, pas récolter, nettoyer la semence, alors la date de nettoyage, la culture, puis la quantité de livres qui sont nettoyés. Puis je pense que si vous les modifiez en kilogrammes, je pense que les calculs marchent. Ça vaut la peine de vérifier, mais je pense que ça marche. Alors ici, ce serait sur le 21 avril, on a nettoyé 17 livres de Brascarapa. Puis ça, c'est ça qui revient ici le 17. Puis on peut, si c'était 22 livres, ça va changer là aussi. Je vais juste le remettre à 17. Et on va ignorer le temps pour le moment. Alors, si on a un prix de 60 ça fait 17 fois 60 par livre. Notre valeur totale pour cette culture-là, ça serait 1000 comme c'est ça qu'on prévoit, on pourrait le vendre à ce prix-là. Puis le rendement revient à 8,5 livres par planche. Alors ça, c'est le 17 divisé par le 200, ou 200 divisé, ouais, 17 divisé par le 200, ou divisé par 2 parce que c'est 200 livres. C'est en moyenne 1,4 onces par planche, par pied de planche. C'est 38 grammes par pied de planche. Alors, cela, ça, c'est si on retourne au rendement de début, là, on parle d'un brassica. Moi, j'ai parlé d'une moyenne de 33,6. Alors, ça, c'est entre 5 et 10 livres par 100 pieds.
Alors ici, c'est si c'est ça que j'atteindrais, je penserais que ce serait une bonne récolte pour un brassica rapa. Puis à ce prix-là et à ce rendement-là, ça fait que c'est 5 par pied de planche. Si je retourne à le but que je visais, le 3,79 par pied de planche, ça, c'est une culture qui serait rentable dans cette optique-là. Ça revient à environ 44 000 par acre. Si je pouvais seulement le vendre à 40 la livre, pour cette même culture, même rendement, je suis moins rentable. Je suis en bas du seuil que je visais, je suis juste à 30 000 par acre. Si je pouvais avoir 100 le livre, mais j'ai presque j'ai en haut de 2 fois la quantité que je voulais viser. Alors, quand vous allez utiliser ces chiffres-là comme point de départ, vous pouvez mettre disons que vous allez avoir vous pouvez avoir un contrat de poivron, puis vous allez planter 100 livres, 100 pieds, puis vous regardez le rendement, puis le rendement ici, c'est de 1 à 4 livres. Là, c'est 11 grammes. Peut-être que vous voulez être un peu plus conservateur, alors vous allez dire qu'on va viser 8 grammes. Alors peut-être, en fait, si je regarde ici, là, on parle de 1 à 4 livres. On va viser 1,5 livres. Alors là, je pourrais peut-être mettre ça ici, 1,5. Puis là, si vous pouvez vendre ça pour 350 le livre, là, je regarde ça, puis ça fait à 5,25 $. C'est en haut du seuil pour cette quantité, pour l'espace que ça prend. Alors, c'est un peu une première manière comme vous pouvez regarder ça. Si vous pouvez avoir 4 livres dans cet espace-là, c'est 120 $. L'autre facteur, c'est le temps. Alors ici, en bleu, il y a un autre onglet qui s'appelle le Task Log. Puis ça, c'est un registre pour les différentes étapes que vous avez faites. Alors ça, c'est, on peut regarder, si on veut filtrer pour regarder le brassica rapa, là, on peut voir qu'il y a eu le 1er août, on a récolté pendant 1h30. Le 10 août, on a récolté pendant 0,5 heures, une demi-heure. Alors ça, c'est toute la récolte. Puis là, le 21 août, on a battu puis extrait les semences, passé à travers un tamis, ça nous a pris 1 heure. Ça, c'est des données fictives, mais je pense que c'est réel, basé sur mon expérience. Alors ça revient à 3 heures. C'est ce qu'on voit sur le sommaire ici, 3 heures. Alors là, je vais juste défaire le filtre. Alors là, on a 3 heures dans 3 heures, on a produit je vais retourner au prix de 60 $ par livre. 3 heures, on a produit 1 000 $ de semences ou nettoyé et récolté 1 000 $ de semences. Alors, ça revient à 340 $ par heure. Si vous comparez aux 120 qu'on parlait, cette culture-là, si vous pouvez le récolter et nettoyer à un taux de 340 $ par heure, et vous pouvez avoir 44 000 $ par heure, moi, je pense que cette culture-là va probablement être rentable chez vous. Alors, ça, c'est des points de repère. Alors, c'est certain que si vous gérez mal d'autres parties de votre entreprise, ce n'est pas rentable, mais si vous gérez tout bien, ça devrait être rentable avec ces choses-là, basées sur les seuils qu'on a établis sur les autres onglets. Si on regarde les haricots, ça, c'est la culture qu'il y a une très grande demande pour les haricots, alors c'est pour ça que je le mentionne. Alors ici, disons qu'on a produit 300 pieds d'haricots, on a récolté 75 livres, c'est environ presque 6 heures de travail de récolte et de nettoyage. Là, si on peut le vendre à 12 $ par livre, là, on est rendu à 900 $. Si on regarde le dollar par pied de planche, ça revient à 3 $. Alors, c'est moins qu'on visait. Par contre, c'est à 164 $. Dans ce cas-là, si ça vous a pris 12 heures pour faire le même nettoyage, on est rendu à 75 $ l'heure. C'est assez proche du 80 heures qu'on a regardé, mais c'est en bas du 120 heures. Si vous avez des cultures qui sont à 340 heures, alors c'est des cultures qui sont très rentables en temps, vous pouvez vous permettre d'ajouter quelques cultures qui sont moins rentables en temps. Par contre, si vous avez juste des cultures à 75 $ l'heure, vous n'allez pas réussir à atteindre votre but, sauf
si vous, sauf en travaillant beaucoup plus que ce qui est dans cet exemple-là. Aussi, regardez le prix. Dans ce cas-là, le prix est moindre que le 33 000 qu'on visait. Peut-être on peut avoir 16 le livre. Là, ça revient plus proche de ces quantités-là. Alors, les haricots, c'est plus difficile à atteindre le dollar par acre. Moi, ce que je vise souvent sur notre ferme, puis quand je travaille avec des petits maraîchers, c'est du 30 à 40 000 par acre par culture. Et si vous avez moins que ça, c'est difficile de l'atteindre. Et avec des cultures comme les haricots, si le prix n'est pas assez bon, c'est difficile de l'atteindre. Puis ça fait que, alors il y a un deuxième impact qui arrive par la suite, parce que là, on parle de vendre des semences en vrac, puis vous voulez les vendre à quelqu'un. Alors, c'est soit un maraîcher ou ça va être à un semencier que vous allez les vendre. Alors, chez moi, par la suite, moi, je fais un calcul de combien de la valeur des semences dans un sachet. Puis là, j'ai trop de chiffres dans ma tête, je ne fais plus notre prix par livre, mais au prix courant qu'on a, ça donne 50 sous par sachet 50 sous de semences d'haricots dans un sachet d'haricots. Puis, à notre prix de détail, le 50 sur le prix de détail de 4 50 sur 4, il reste 3,50 pour couvrir les autres frais, les frais du sachet, d'ensachage, tous les frais de overhead, le frais de mise en marché. Alors, ça peut marcher. Par contre, quand on vend sur des présentoirs, puis on a une marge de 50 %, notre sachet revient à 2 $. Puis tout à coup, ce 50 sous sur 2 $, il nous reste juste une et demie pour couvrir notre frais d'ensachage du sachet, notre mise en marché, tous nos autres coûts. Alors, c'est plus serré. Alors, ça, c'est quelque chose que ça crée des défis de vouloir valoriser le temps et le travail qui est très important pour avoir des semenciers et semencières qui vont pouvoir gagner leur vie et continuer dans ce métier-là, mais aussi de le faire d'une manière rentable pour nous autres. Alors, il y a des aspects qu'on peut jouer avec, la quantité de semences par sachet, on peut augmenter nos prix, ou on peut avoir aussi un gamme de certaines semences. Il y a juste 10 sous de semences par sachet, puis c'est quand même rentable pour quelqu'un, tandis que d'autres, puis ça peut compenser un peu, faire un équilibre. Alors ça, c'est beaucoup de pensées que je vous lance. Et avez-vous des questions par rapport aux feuilles de calcul comme telles avant que je vais retourner aux présentations, puis on peut rentrer dans un autre période de questions? Moi, j'aurais une question peut-être. Vas-y. Dans le fond, sur une des feuilles précédentes, il y avait le total d'heures disponibles pour la récolte puis la post-récolte dans un an. C'est cette feuille-ci? Exact, le 1250. Je me demandais comment c'était calculé, dans le fond. Là, je sais que c'est des chiffres fictifs, mais comme il y a beaucoup de récoltes qui est à l'automne, souvent un peu plus, je me demandais c'était quoi les détails derrière ce calcul-là qu'on pourrait penser pour une ferme comme nous, mettons. Là, le plus de détails que tu peux mettre dedans, le mieux. Alors, tu pourrais faire un feuille de calcul, comme tu pourrais faire un feuille de calcul que tu pourrais faire les semaines de l'année. Puis là, tu pourrais, comme la quantité de récolte que tu ferais durant ce temps-là, puis de ton récolte un peu comme journalier, je sais pas, on dit ASC plus marché, disons. Je ne sais pas comment vous faites pour récolte. Puis disons que je vais juste changer ça en date pour regarder ça un peu plus facilement. Mais vous pourrez regarder peut-être du fin mai. Comme chez nous, on commence nos paniers d'ASC le fin mai. Alors là, si on récolte lundi, mercredi, disons qu'on récolte 4 jours, 4 demi-jours, puis c'est 4 heures par demi-jour, ça serait dans ce cas-là, ça serait 16 heures. Puis si on est 7 personnes à récolter, je sais que mes colonnes, c'est pas nécessairement ce que j'ai écrit ici, là, mais 16 heures par 7 heures, on a 112 heures, disons, que durant cette période-là.
Puis si vous avez des plus grandes récoltes à l'automne, puis peut-être commencer. Alors, ça, c'est juste standard pour la plupart de vos paniers ASC. Par la suite, pour les grandes récoltes à l'automne, peut-être ça commence fin août, puis là, vous commencez à mettre deux après-midi. Alors, un autre 8 heures, puis peut-être vous êtes juste 5 personnes parce que vous avez du mise en marché qui se fait dans le même temps. Alors, c'est. Non, ça c'est. Est-ce que ça marche, ça? Non, c'est une multiplication. Alors là, vous avez une autre période de récolte. Peut-être ça finit vers le mi-octobre. Puis là, vous pouvez faire un somme de tout ça. Puis là, ça vous donne ici 2856 heures. Alors, ce serait un peu un type de calcul que vous pouvez faire. Ça se fait quand même assez vite de faire une approximation pour l'année, mais si vous pouvez le faire plus en détail si vous voulez, comme vous voulez. Le plus de détails que vous mettiez, le meilleur que votre information va l'être. Mais même avec un chiffre, même si vous faites juste cette 16 heures comme fois 7 personnes qui arrive à 2600 heures, c'est pas si loin que le 2900 heures. Alors, c'est quand même un bon taille d'envergure. Puis c'est pour ça aussi que j'additionne, comme j'ai multiplié un autre 50% pour donner le 120 Puis le 120 par heure, c'est ce que je trouve que, avec les firmes avec lesquelles je travaille, c'est souvent un bon seuil à viser. Ça répond? Oui, absolument. Super. Je vais enlever cette feuille-là, mais les calculs, c'est la même idée. Alors, je vais arrêter de partager cet écran, puis je vais retourner aux présentations pour juste un peu finaliser. Puis, c'est quoi les prochaines étapes? Alors, la prochaine étape, ce serait de faire une liste de cultures et variétés que vous voulez cultiver pour la semence, puis d'estimer le rendement que vous pouvez penser que vous allez avoir pour chaque variété. Puis, estimer le prix que vous pensez pour avoir. Si vous parlez déjà avec un compagnie de semences, vous pouvez leur demander c'est quoi leur prix. Puis, s'ils ont un rendement, vous pouvez l'utiliser ou vous pouvez regarder les feuilles que j'ai suggérées. Puis, multiplier le prix par le rendement, puis ça va vous donner un dollar par pied de planche. Puis, ça va vous donner tout de suite une idée de où vous êtes. Puis, si le chiffre est en haut de 5 il y a des bonnes chances que c'est rentable pour vous. De 3 à 5 ça peut marcher. Vous pouvez certainement faire les calculs dans les feuilles que je vous ai montrées pour aller plus loin dans ça. Si vous êtes nouveau à la production de semences, fiez-vous pas trop à ces points de repère-là parce qu'ils peuvent être décevants un peu parce que vous n'allez possiblement pas avoir un bon rendement en première année. Ça va vous prendre beaucoup plus de temps que vous pensez pour la récolte et le nettoyage que vous prévoyez. Alors, basé sur ces données-là, ça ne va pas avoir l'air rentable. Mais c'est un point de départ pour l'aventure d'être semencier et semencière. Alors, il faut prendre ce temps d'apprentissage. Si vous cherchez plus de ressources, comme j'ai mentionné, j'ai un balado où je parle avec différents semenciers, semencières sur la production de semences, qui s'appelle le Seed Growers, c'est sur Spotify, Apple, tout ça, toutes les différentes plateformes. J'ai aussi plus d'autres ressources sur la production de semences. Si vous allez à seedgrowers.farm, il y a une liste de différents articles, ateliers que j'ai donnés, d'autres feuilles de calcul. Il y a aussi, si vous voulez, vous pouvez venir s'inscrire à mes courriels hebdo, mais il y a beaucoup de références qui sont là. Et ouais, alors pour finir un peu, si vous voulez être rentable avec les semences, pour faire une ferme qui est plus durable, il faut. Alors, j'essaie de traduire ça à mesure. La rentabilité économique, c'est quelque chose qui va rendre une ferme plus durable. Mais la rentabilité, pour que ça soit rentable, il faut avoir des bonnes techniques et expériences de production de semences. Puis c'est pas quelque chose qui arrive tout d'un coup. C'est quelque chose que ça prend. Il faut commencer petit, prendre le temps d'observer, de pratiquer, de tisser des relations avec les cultures que vous cultivez. Puis c'est avec ce temps-là que vous allez développer ça. Alors, je vous encourage à aller conserver des semences, produire des semences. Puis merci beaucoup à participer avec la présentation. Puis ça me ferait plaisir à répondre à quelques dernières questions aussi.
C'est ça, on a encore 5 minutes. Donc, je te remercie, Daniel. Ça a été express et, et c'est super de pouvoir se baser sur ton expérience, sur les outils, sur vos références, et puis vraiment toujours dans un esprit finalement de rentabiliser la production de sous-contrats au Québec pour que ce soit finalement une opportunité pour des fermes de se lancer dans la culture sous contrat. Est-ce qu'il y avait des commentaires ou des questions, Moi, Catherine? ben, est-ce que le vrac, il y a les mêmes enjeux qu'on voit dans les sachets présentement? Moi, j'ai parlé avec Marie-Claude, puis elle m'a dit qu'elle a aussi vendu beaucoup moins cette année en vrac, ou elle a moins de contrats. Me C'est demande- relié. C'est Ouais. relié parce que si ton client, c'est des semenciers qui vendent des semences, puis qui vendent moins, ils ont besoin de moins de semences. Puis Mhm. alors, ils vont moins pouvoir se fournir chez des producteurs. Alors, dans notre cas, les ventes ont baissé la dernière année. Alors, on a dû réduire les contrats de semences. Puis c'est toujours un peu, il touche toujours un casse-tête d'acheter des semences sur contrat parce que on se base sur les ventes qu'on a déjà eues, mais, mais il faut toujours, on vise pour 2 ou 3 ans de réserve de semences aussi. Alors, on devine un peu qu'est-ce qu'on pense qu'il va vendre. Puis alors, si on ne devine pas assez, ça va se vendre trop vite, puis on va être pris à en chercher d'autres. Mais si on en cherche beaucoup trop, dans ce cas-là, on peut avoir des 4-5 ans de semences. Puis là, on espère que le taux de germination va durer. Puis ça fait que on a besoin de moins de semences que chez nos fournisseurs. Puis parce comme dans notre cas où on produit déjà des semences, ça se peut qu'on peut produire une plus grande partie des semences qu'on a besoin. Alors, c'est un défi. Puis, alors, avec les producteurs avec lesquels on fait affaire depuis des années, j'essaie de trouver des manières pour leur offrir des contrats, comme peut-être c'est des cultures qu'on ne va pas produire chez nous, puis on va leur faire produire juste pour qu'ils puissent atteindre un certain volume de vente. Puis on est très ouvert, transparent avec ce qu'on fait. Mais ça va ensemble. Puis moi, ça c'est mon impression. Moi, je pense qu'on rentre dans 2 à 3 ans de ventes qui vont être plus basses en général dans le domaine des semences. Ça va reprendre par la suite. C'est le cycle des choses, mais je pense qu'on rentre dans quelques années un peu plus difficiles. Mais ça va reprendre. Alors, si vous êtes, c'est une bonne année, c'est une bonne période pour développer votre expertise et pratiquer des choses pour pouvoir offrir quelque chose. Mais je dirais qu'il y a beaucoup de manières d'interpréter ce que je vous dis. C'est si vous voulez faire des haricots provider, c'est quelque chose que il y a beaucoup de monde qui veut les produire. C'est facile d'acheter chez des grossistes. Alors, c'est quelque chose que c'est facile pour moi d'en avoir beaucoup et des bonnes chances que j'ai déjà un grand stock chez moi. Mais si tu es capable de produire des semences de carottes, des bisannuels au Québec, c'est certain que tu vas pouvoir tous les vendre, même si tu peux en produire 20 livres. Puis c'est parce que c'est divers, alors ça en prend un peu plus de temps. C'est pas une culture qui est facile à réussir ici. Puis je connais pas beaucoup de semenciers ou semenciers au Québec qui en produisent. Alors je pense que c'est comme il y a un peu un défi. C'est certain que produire en vrac, il y a une possibilité de rentabilité, mais il faut pouvoir le vendre. Puis si on a tout à coup 10 semenciers ou semencières à la même échelle que Marie-Claude, je ne pense pas que ça va tout fournir au Québec. Ou en fait, ça va fournir beaucoup plus qu'on peut absorber au Québec présentement. Ben, ça, c'est Mais mon autre question. It goes into, like, et peut-être Hugo pourrait le répondre. Est-ce qu'il y a une ouverture avec William Dam, Wesco Seeds, des plus grands Ouais. comme Bah, semenciers pour comme prendre le surplus que les semenciers québécois ne peuvent pas absorber? je peux peut-être répondre il y a comme deux choses. Et un, tu sais, il y a d'autres compagnies de semences de l'échelle biorégionale en Nouvelle-Écosse, en Ontario, euh,
donc on n'a pas, qui seraient prêtes à acheter des semences, surtout certifiées biologiques. Ça, c'est comme, donc il n'y a pas juste le marché québécois, d'une part, et l'autre, c'est que ces compagnies-là, William Dam, Norseco, elles sont habituées à acheter chez des producteurs très spécialisés dans des régions de production optimales, et donc en fait, elles sont habituées à des prix d'achat beaucoup plus faibles, ce qui joue finalement dans la rentabilité du producteur de semences à une échelle entre 1 et 10 hectares. Acres. Je ne sais pas si Dan, tu as un commentaire à ce niveau-là. Euh, Il y a des. Oui. Il y a des. Moi, je pense que le marché pour les plus grandes quantités, peut-être c'est plutôt aux États qu'au Canada. C'est certain, il y a d'autres petits sémenciers bio-originaux que tu peux en Nouvelle-Écosse, en Ontario, mais je pense que comme Fedco, Baker's Creek, il y a certaines autres compagnies aux États qui cherchent aussi des semences puis qui font affaire avec des petites surfaces. Même quelqu'un comme High Mowing peut acheter des semences de petits producteurs. Par contre, parfois le prix est un peu plus basse, mais pas nécessairement très, très basse, mais il faut pouvoir bien produire. Alors, si vous rentrez en relation avec un producteur de même, c'est mieux de commencer petit, bien réussir, puis agrandir sur quelques années, plutôt que vous lancez dedans et de vous planter, parce que vous allez brûler la relation assez vite. Alors, c'est mieux de prendre votre temps. Puis, c'est beaucoup mieux de parler en avance avec ces compagnies-là de ce qu'ils ont besoin et de produire en fonction de leurs besoins puis d'un contrat, plutôt que de produire des choses que vous savez que vous pouvez produire et là, essayer de le vendre. Parfois, ça marche, mais pas nécessairement. Alors, de produire sur spéculation, c'est pas nécessairement ce qui va rendre ça rentable. Par contre, ça peut être bon pour faire ton propre apprentissage. Et peut-être on va avoir une autre pandémie, puis toutes vos semences en vrac, le monde va les chercher du jour au lendemain. Alors, mais je ne l'espère pas, c'est l'aspect pandémie. Mais Je vois, c'est. non, je vois qu'il est 4h30, Dan, et je pense que tu avais un hard stop à ce moment-ci, donc je voulais comme respecter ton temps. Puis, Ouais, moi, je devrais partir très bientôt, mais peut-être une dernière pensée au niveau de produire des semences sous contrat. Souvent, quand le monde m'approche, il me demande qu'est-ce que tu veux qu'on produise pour vous. Puis c'est certain que j'ai des besoins, puis ça me fait plaisir de dire, mais j'ai déjà un réseau de producteurs et de productrices qui produisent pour nous. Alors j'ai déjà quelqu'un qui comble ces besoins-là. Ce que moi j'adore, c'est quand quelqu'un m'approche et dit, ça c'est une variété que moi je maintiens ou que j'entretiens depuis une dizaine d'années. C'est une bonne variété, c'est une courge qui est plus épaisse, j'adore pour ces raisons-là. C'est quelque chose que moi, je vais continuer à produire pour le reste de ma vie. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse toujours, à trouver des nouvelles variétés ou des variétés qui sont très bien produites. Puis c'est une autre manière de développer une relation pour une variété. Puis je pense que c'est ça qui rend ça un peu plus durable. Puis si on parle de terroir agricole, c'est quand il y a des agriculteurs qui produisent des semences pour leur propre production et pour alimenter un peu leur communauté. Et de prime abord, et en deuxième temps, qui va le vendre à des semenciers. Je pense que ça, c'est un système qui marche c'est ça un peu l'idéal. Alors, c'est certain qu'il y a une place pour des contrats qui sont simples, mais je pense que c'est même mieux que si vous développez vos propres lignées de variétés qui réussissent très bien, puis que c'est là que vous avez beaucoup plus à offrir à un semencier, une semencière dans le temps. Alors, ça, c'est une dernière pensée. merci Dan, et merci à tous les participants.